Alors, on démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette et moi. Et tu l'as perdu, donc vas-y, commence. Ok. Non. Putain, on est passé à 2 fois que j'y arrivais. Non, je te laisse choisir le jeu, Juliette, comme tu le fais si bien. Eh bien, le jeu, ça va être que Faiza, tu nous donnes un mot que n'importe lequel, et nous, on doit trouver un titre de film qui contient ce mot. Et le premier, nous deux, qui a trouvé un titre de film avec ce mot, a gagné. Ok. Je vais essayer de faire un truc pas trop compliqué. Oui. Amour. Amour, L'amour. gloire et beauté. Non, c'est pas un film. C'est pas un film. Amour ouf de Gilles Lelouch. T'as cité Gilles Ouais. Lelouch. Ouais, l'amour. Bah rien que pour L'amour. ça, t'as perdu. Voilà. Ouais. Bon bah écoutez, Ouais. je voulais Bah, pas créer de Non, j'ai conflit. gagné. Bonjour et bienvenue dans La Fabrique, le podcast produit et réalisé par Ramzi Assadi et co-animé avec Juliette Arnaud. Nous sommes dans la saison 3, nous sommes à l'épisode 27. 28. Bon, c'est pareil. Nous sommes à l'épisode 28 et notre invité aujourd'hui s'appelle Faiza Again. Faiza, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup de me recevoir. Alors j'ai un souci, c'est que je sais pas enlever le générique. Juliette, je te laisse lancer la première question rituelle de ce podcast. Voilà, la question rituelle étant, qu'est-ce qui, Faiza, dans ta vie, ou qui t'a donné l'énergie, la force, le courage, le désir, peu importe, d'embrasser une carrière artistique ? C'est une question hyper délicate pour moi parce que si tu m'avais posé la question en ces termes, qui t'a donné cette énergie pour écrire ou ce désir d'écrire, il y a 1000 réponses évidentes. Mais par contre, embrasser une carrière, c'est délicat parce que j'aurais jamais imaginé que j'allais avoir une carrière. Et c'est un mot d'ailleurs que j'interroge souvent. Mais en tout cas, la personne qui a permis que j'ai une carrière, c'est un monsieur qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelle Boris Seguin et qui était mon professeur, un professeur de français au collège du quartier où j'ai grandi. Et qui a été, lui, pour moi, comme le magicien qui a vraiment rendu tout ça possible. Voilà. En faisant quoi ? En fait, moi, je l'ai connu, je crois que j'étais en classe de 6e. Et déjà, à l'interclasse, il avait, entre midi et 2, il y avait un espèce de cours facultatif de lecture à haute voix. Mais non. Ouais. Et moi, j'y suis allée un peu au hasard. Et je l'ai entendu lire un livre de Thierry Jonquet, qui était un auteur de polar qui s'appelait Sur la vie de ma mère ou La vie de ma mère. Et ça m'a vraiment foudroyée. Genre, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qui était incroyable exactement ? D'entendre des gens Oui, alors le choix du texte, parce que c'est rare, à cette époque-là, c'était rare d'entendre un texte aussi vivant, qui racontait la vraie vie, et puis qui racontait des choses qui avaient du sens pour nous, quoi. Et lui, l'interprétation, tu vois, le fait de nous lire, et puis vraiment d'y mettre de la passion, donc c'était comme regarder un film. Et je me rappelle que je fermais les yeux pour imaginer, c'était tellement bien, donc c'était ma première rencontre avec lui. Et je sais pas, il m'a repéré, donc après, il m'a proposé de devenir la rédactrice en chef du journal du collège, quand j'étais en 3e. Et en fait, à partir de là, il m'a toujours poussée, tu vois, dès qu'il y avait un truc. Et lui, en fait, il a fait un truc... il a cofondé une association dans le quartier. Parce que vraiment, nous, c'était un désert en termes culturels. On n'avait vraiment pas grand-chose. On s'ennuyait beaucoup, il n'y avait rien. Alors, tu peux préciser oui, bien sûr. d'où tu peux... de quel Alors moi, endroit, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelait les Courtilières, à Pantin. Et donc, qui à l'époque était vraiment... C'est une enclave, en fait, de Pantin. C'est derrière le cimetière. Donc, pour rejoindre le centre-ville de Pantin, tu mets 50 minutes. Ah oui. Or, pour aller à Paris, en métro, t'en as pour un quart d'heure. C'est vraiment étrange comme lieu. C'était un quartier qui a été vraiment... c'est un quartier qui était vraiment très mal réputé. Enfin, c'est un quartier problématique à plein d'endroits. Et lui, voilà, il a décidé de monter cette association qui s'appelait Les Engraineurs, qui s'appelle toujours, qui existe toujours en tout cas. Et c'était une asso dans laquelle on pouvait écrire et tourner, réaliser des films, des courts-métrages. Mm-hmm. Et nous, c'était à une époque, c'était vraiment fin des années 90, début 2000, donc l'époque où il y avait beaucoup ce truc sur la banlieue. Tu vois, c'était en plein dans le rap. La haine était sortie. Ouais. Et c'était avant les émeutes de 2005. Ouais. Et entre les deux, on essayait de se démerder comme on pouvait pour essayer de renvoyer une image un peu différente et d'avoir une réalité un peu plus nuancée dans ce qu'on faisait. Et donc, ça a été pour moi une expérience géniale avec lui de faire ce travail-là. Ouais. C'était trop bien. Entre mes 13 et mes 17. Et voilà, après, il y a eu mon premier roman, après ça. Ouais. Donc, en fait, tu peux même pas dire... oui,
l'éducation nationale, c'est extraordinaire. Non, c'est un type Exactement. qui décide de bosser des heures qui ne seront pas payées pour s'occuper de gamins parce que c'est un truc auquel il croit. Absolument. Tu lui as déjà posé la question rétrospective En fait, j'avais même pas besoin de lui poser la question parce que c'est des choses dont on discutait, parce que justement, il était dans une position en plus inconfortable. C'est même pas qu'il en tirait forcément un bénéfice ou une gloire. En tout cas, pas dans son environnement professionnel. Il passait toujours pour le démago. Les autres profs, ils étaient sur son dos parce qu'ils estimaient que... il nous faisait faire des trucs, tu vois, qui étaient pas dans le programme, tu vois. Et il n'était pas du tout académique. Donc, c'était pas simple aussi pour lui, en dehors de cette passion et du temps passé. Mais tu vois, il pouvait se faire voler son scooter devant la maison de quartier. Enfin, je veux dire, c'est pas facile tous les jours pour lui, tu vois. Il s'est accroché, mais c'est ça ce que tu dis, c'est qu'il y croyait tellement. Et c'est pas, en plus, il croyait pas forcément au fait de sortir quelqu'un comme ça du chapeau, au milieu de tous ces jeunes, il y aura bien une exception. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir accès. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu as dit lecture à voix haute, moi, dans ma mythologie personnelle, c'est mon institut de CM1, quartier super popu à Saint-Étienne, qui garde chaque demi-heure Monsieur Grousson, René Grousson, qui garde chaque fin de journée, la dernière demi-heure, pour tous nous faire monter sur l'estrade et on lit chacun lit un chapitre d'un livre. Et il laisse personne sur le côté. Même ceux qui sont timides, même ceux qui ont peur, même ceux qui ne sont pas rassurés, eh ben, ils iront, on ira tous, et au bout d'un moment, on se familiarisera avec ça, et au bout d'un moment, ça ira. Et l'enfer quand même. Mais non, pour moi, on est en CM1. Oui, mais j'ai été en CM1. Ah bon ? Oui, ça se voit pas. Non, à cet âge-là, jamais de la vie, moi, on m'aurait fait passer ça. Mais si on arrive à créer un vrai climat de bienveillance... Si c'est un climat de confiance, c'est ça qu'il fabriquait, M. Grousson. Il arrivait à mettre... C'est pour ça que ça me touche ce que tu dis sur il voulait pas avoir un génie qui lui sortait, dont après il pourrait se vanter. Se vanter, c'est pas ça. Mais je te dis, moi, c'est sur une classe. Mon ressenti. Mais le climat de confiance, oui, peut-être. Mais c'est vrai que moi, vraiment, là, vivre ça à cet âge-là, jamais de la vie. Mais tout ce que j'ai déjà raconté une fois... en plus, moi, j'avais vraiment des chaussures déchirées, mon but à l'école, c'était qu'on me voit pas, être transparent, fuir, machin et tout. Donc, être au milieu d'une scène, machin, oula, tout sauf ça, quoi. Oui, je comprends. Mais je t'assure qu'il y a des instituts ou des profs qui arrivent à créer ça, qui installent les gamins dans un climat suffisamment doux et gentil pour que ça soit possible, pour qu'ils te fassent faire des choses que tu pensais pas que tu ferais. Bref. Et donc, ça a commencé par des courts-métrages, de la fiction que tu écrivais, que tu réalisais, tu jouais, tu faisais. J'ai compris vite que c'était pas mon truc préféré de jouer. Moi, j'aimais bien regarder jouer les autres. D'accord. J'aimais bien écrire, ça c'est sûr. Mais j'écrivais depuis toute petite, donc c'était quelque chose qui était naturel dans la continuité. Et surtout, c'était le truc du collectif, en fait, d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Tu vois, alors que l'activité d'écrire des romans, c'est vraiment le truc archi solitaire. Bah oui. Mais du coup, c'est la récréation pour moi, l'audiovisuel. Le cinéma, pour moi, c'est associé à un truc de bande, de groupe, et de faire des choses ensemble et de créer ensemble. Et tu vois, confronter des visions, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire, et puis moi, j'ai une idée du personnage, toi, t'en as une autre qui est complètement différente. Et je trouve ça assez magique de pouvoir trouver un compromis entre les deux et créer quelque chose de nouveau, tu vois. D'accord, c'est fou. Et donc, les romans, comment c'est venu après ? Ouais, donc mes premières amours, c'est quand même ça. C'est vraiment l'image. Et puis après, moi, je me suis intéressée aussi au montage, à la technique. Je touchais un petit peu à tout. Ça me plaisait énormément. Et en fait, j'ai commencé à écrire ce texte qui s'appelait déjà Kiff Kiff Demain à l'époque, au bureau de l'association, parce que moi, j'avais pas de bureau chez moi, donc j'écrivais là-bas. Et donc Boris, en fait, il s'est penché au-dessus de mon épaule. Il m'a dit qu'est-ce que t'écris ? Et voilà, juste ça. Et puis je lui ai fait lire des bouts et je l'ai vu rire. Tu vois, et c'était des pages manuscrites sur des feuilles de classeur d'école, quoi. Et ensuite, lui, il m'a demandé s'il pouvait emporter ses pages. Je lui ai laissé, en pensant même qu'il allait pas me les rendre. Tu vois, moi, j'écrivais comme ça, quoi. Mais là, t'avais quel âge environ ? 17 ans. 17 ans, ah oui. Oui, t'étais encore une enfant, quoi. C'était l'année du bac. Je passais mon bac cette année-là. Et lui, il a fait lire ce bout de texte à sa sœur, qui était éditrice, mais bon, nous, on le savait pas, évidemment. Et en fait, c'est elle qui m'a téléphoné une semaine après, pour me proposer de signer un contrat, de faire un roman et tout. Mais vraiment, j'ai dit... d'abord, je comprenais pas ce que ça voulait dire, de finir ce texte pour en faire un roman. Elle m'a dit cette formule-là, pour en faire un roman. Je comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire.
Elle m'a dit faut qu'on se voit. Est-ce que tu te sens prête à le terminer? J'ai dit d'accord, mais vraiment sans aucune. Encore plus maintenant que le recul, je me dis à quel point j'étais. Dans le brouillard, en fait, tu savais pas. C'était pas du tout tu dans mon connaissais pas le monde professionnel de du l'édition. tout. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire que pour moi c'était bouillon de culture, c'était des vieux blancs avec des cravates qui disaient des trucs que je comprenais pas, tu vois. Et puis surtout que c'était pas notre endroit en fait. Alors que le cinéma, tu vois, le fait d'en faire, même si c'est que de manière pas professionnelle, c'était quand même plus accessible. Ouais. Tu vois, on avait quand même cette culture. Ah oui, c'est vrai que le monde de l'édition, ça renvoie vraiment à un truc de monde bourgeois qui est très très loin de nous, enfin de notre monde à la base initial, quoi. Ouais, mais c'est vrai que oui. J'allais dire, le cinéma, c'est également un des hauts lieux de la bourgeoisie, et Dieu sait que ça l'est, mais il se trouve qu'il y a des gens qui l'ont pris d'assaut. Alors pour les gens de ma génération, tu vois, nous on avait dans l'œil ce que faisait Spike Lee, où on se disait, oulala, il y a un truc qui est en train de bouger. Enfin, ça va être, ça peut être pareil. Mais sauf que dans le cinéma, déjà, parfois on se sentait un peu plus représenté, parce qu'il y avait quand même des films sur les banlieues. Ouais. Et il n'empêche que fin des années 90, début des années 2000, les trucs deviennent un poil plus accessibles, pas les vraies caméras professionnelles, hein, mais au moins pour essayer de faire un peu d'image ou des choses comme ça. Ouais. Le numérique, en fait, nous on avait des caméras. C'était le début des premières caméras de chez H8, les DV. Ça c'était après, c'est devenu on pouvait les transporter. C'était déjà quelque chose de. Alors que ouvrir, alors bizarrement, évidemment, un crayon, un papier, ça semble beaucoup plus accessible. Mais ouvrir le monde de l'édition, c'est quand même assez fou. Et ça voulait dire quoi, donc, transformer... Pardon, je reviens à la question. Ça voulait dire quoi, transformer en roman? Ça veut dire poursuivre une histoire que j'avais commencé à écrire sans avoir aucune idée de quelle serait la suite et la fin de cette histoire. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'étais au bureau de l'assaut. Après, j'avais envie de rire. Tu vois, moi, c'était vraiment que du loisir. C'est-à-dire, c'était juste parce que ça m'amusait. Et j'aimais assembler des mots, tu vois, ça me plaisait, quoi, donc, mais je pensais pas en faire quoi que ce soit après. Oui. Mais et là, je m'étais dit, mais il faut que j'aille au bout, qu'est-ce que je vais raconter avec elle, là, tu vois. Elle étant... Doria, donc mon personnage. Voilà, ton héroïne. Ouais. Et donc, beaucoup de gens ont dit, c'est votre alter ego, alors que pas du tout, c'était pas du tout mon alter ego. Je me voyais très loin d'elle, sauf pour le truc de l'humour, c'est, tu vois, le sens de l'observation, voilà, je peux te dire que j'ai ça en commun quand même avec elle, mais... pas du tout la même histoire, et puis on a du mal à croire quand t'as 17 ans et que tu écris une histoire que c'est pas ton histoire, donc il y avait ce truc, mais du coup je suis allée au bout, en fait j'ai continué l'histoire, et puis au fil des jours je laissais un peu des temps de respiration et j'y revenais à la manière d'un journal intime qui était pas de ma vie, voilà, c'est comme ça que je l'ai écrit. Et l'éditrice ou l'éditeur? L'éditrice. Son travail, elle a fait quoi, elle, quand elle a eu... Elle t'a fait demander de faire des modifications Pomme C, pomme V, impression. Oui, transformer en PDF et hop. En fait, et c'est ce qui a été aussi délicat parce que maintenant, je le dis vraiment encore une fois, avec les 20 ans de recul, par le prisme de... ce que je vois aujourd'hui, je pense que d'abord, il y avait un projet de mise en place de genre 1000 exemplaires, ce qui est vraiment peu. Elle a dû convaincre pour pouvoir sortir ce livre. C'était, dans le contexte de l'époque, personne ne croyait à ce truc de cette gamine de banlieue qui raconte sa vie, genre sans une intrigue particulière. Enfin, tu vois, c'était pas un succès prédit du tout. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est que elle s'assure juste que les choses soient dans le bon ordre. Elle me confie un directeur de collection qui s'appelle Guillaume Allary, qui est maintenant l'éditeur de Riyad Satouf, entre autres, et qui a sa propre maison d'édition d'ailleurs. Et donc lui, il était tout jeune directeur de collection, et prend ce texte qui était le premier texte de cette collection. Alors, donc, je vais poser beaucoup de questions. Ouais. C'est quoi un directeur de collection par rapport à un éditeur? En fait, si tu veux, il lui délègue en quelque sorte le développement du texte. Il fait le travail d'édition et dans une collection spécifique. Mais c'est à peu près la même chose. C'est un éditeur aussi. C'est juste en fait un éditeur une collection, c'est un style, un genre. Ouais, c'est ça. C'est un genre dans la maison d'édition. Exactement. Exactement. Ok, pardon. Non, c'est question. Je fais comme les gens insupportables qui expliquent rien, qui donnent des logos, des sigles, des trucs mais techniques. Mais ça va être ça entre vous deux, donc je vais devoir interrompre. Les gens qui disent par exemple la Corep. Allez, les gens qui disent la Corep et qui te regardent avec mépris parce que tu sais pas ce que t'es, parce que t'as pas été à la fac. Bah, excuse-moi, oui, on imprimait à la Corep. Allez. Du coup, la Corep, parce que je suis pas allée à la fac non plus. Voilà.
Bah, c'est le truc d'impression où tu vas imprimer tes dossiers. D'accord. Mais gratuit. Non. Bah, j'en sais rien, ne ris pas, ce rire. Tu ris du nez, en plus tu fais Ouais, comme ça. C'est un peu Moi, méprisant. c'est la fac, c'est public, c'est l'État, enfin c'est national, donc Mais la fac, alors, c'est à quoi payant déjà, c'est pas gratuit. Il se peut. Non, c'est pas gratuit, mais allez, tu m'énerves avec ta. Garde-la ta fac. Ouais. Bah voilà, maintenant on sait plus où on en était. Si, on en Si, était au tu directeur sais. de collection, Ouais. on a expliqué ce que c'était et tout. Voilà. Et donc après. Et donc, mais ça me permet de faire une petite parenthèse sur les études universitaires que je n'ai pas menées et dont je suis assez contente de ne pas avoir faites en fait maintenant que j'ai 40 ans. Je trouve que c'est bien de le dire des fois. Souvent, je commence mes interventions quand je fais des conférences et que je rencontre des étudiants, je leur dis, je me présente, je m'appelle Faiza Gahen, j'ai bientôt 40 ans, je suis autrice et j'ai eu la chance de ne pas faire d'études universitaires. Et je trouve que c'est la meilleure façon de se présenter. Parce que quand même, je trouve que je sais à quel point ça peut être paralysant. Parce qu'à 17 ans, quand j'ai écrit ce texte, j'avais lu quelques textes par l'intermédiaire de l'école ou de la bibliothèque qui m'avaient énormément touchée. Comme Pardon, mais ça. Non, mais c'est Parce que depuis intéressant. tout à l'heure, je me retiens en me Mais disant. non, vas-y, pardon, faut que tu me coupes vraiment. Ça sera sur Non, le non, bonus. c'est pas ça, c'est que je veux pas te faire je veux pas que tu perdes le fil, Non, mais non, je me dis t'inquiète quand pas. on écrit, quand on trouve ce qu'il faut en soi pour, Ouais. pour écrire un texte du début à la fin à 17 ans, ça veut dire qu'on a lu des choses qui nous ont impacté fort avant. Ou pas forcément. Ou des films ou des bouquins qui nous ont dégoûtés. Ouais, non, ou parce que juste moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et j'avais de la narration partout autour de moi, donc c'est comme si je sépare les livres que j'ai lus, Ouais. mais parce que pour moi, c'était tellement impossible que ça rentre dans mon champ à moi, que j'avais pas l'impression d'écrire des histoires écrites, tu vois. Enfin, ça, c'est les trucs que j'avais lus à l'école, c'était le truc sérieux, le cadre, quoi. Et après, les histoires que moi j'écrivais, je pense que le fil, je le fais avec l'histoire que mes tantes, elles racontaient. Moi, j'ai vraiment une famille de gens qui racontent des histoires. Et donc, vraiment, je pense que je suis un enfant de la tradition orale. Mon berceau, c'est vraiment ça. Tu vois, de faire parler. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai pas de réflexe de structurel très fort. Et que j'ai souvent dit, c'est pas mon fort. Moi, les trucs de rebondissement, intrigue, twist, cliff, ça me... Tu vois, pour refaire des trucs un peu techniques. Cliffhanger, alors on va expliquer ce que C'est c'est. pas naturel chez moi. Mais je crois à l'épaisseur d'une histoire qui se tisse, tu vois. Et ça m'intéresse plus d'être dans la voix d'un personnage. Et en fait, ça raconte une grande histoire, mais ça a pas l'air. Et c'est ça qui me plaît le plus, tu vois. Et puis en plus, toutes ces histoires-là, justement, qui sont arrivées en fait, ces dernières années, notamment dans le monde du cinéma. Mais en fait, moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait un écrivain américain qui vendait plein de livres et qui moi aussi, je trouvais très, très drôle quand j'ai eu l'âge de lire, qui était Johnny Irving. Et je me souviens qu'il y avait des tas de critiques en France qui disaient oui, c'est chouette qu'il écrit, mais tout ça est très... c'est ça qu'ils apprennent à la fac aux États-Unis. Tout ça n'est pas la vraie littérature. Et donc, je sentais qu'il y avait du mépris. En fait, la différence, c'est qu'en France, tu as des cours de littérature, y compris à la fac, des études supérieures, quoi. Mais il n'y a pas de cours d'écriture. Aux États-Unis, oui, tu étudies les livres à la fac et en même temps, on t'apprend à écrire et donc on t'apprend des règles d'écriture. Ça a des bons et des mauvais côtés, mais il n'y a pas de meilleure école. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les Français les Européens, en gros, ont raison, les Américains sont des bœufs. Je pense que, voilà, mais... N'empêche que toutes ces méthodes américaines d'écriture, ça y est, elles sont de partout maintenant. Est-ce que ça se ressent dans ton écriture à toi, le côté oral ? Ouais, je pense que c'est... Enfin, c'est sûr même. Ça imprègne ma manière d'ordonner un récit, ma manière de faire parler des personnages, de faire avancer une histoire, c'est sûr. Après, il y a quand même ce qui m'impacte. Moi, c'est le rapport au réel dans les livres. C'est-à-dire que je pense que vraiment le pont entre les deux, entre les livres que j'ai lus et les histoires que je me mets à écrire, c'est vraiment le rapport au réel. Et j'ai été vraiment fort impactée par des livres qui m'ont donné la sensation d'y être, au point que j'avais envie que ça existe presque, tu vois. Moi, je sais que j'avais adoré L'Attrape-Cœur, par exemple, que je l'ai lu quand j'avais 16 ans, ça m'avait beaucoup plu. J'ai lu Si c'est un homme, et ça m'a retourné. Alors que, bon, là, c'est pas un roman, mais... Je me suis dit quelle force il faut avoir pour raconter une vérité aussi dure. Ouais. Je sais pas, il y a des livres qui m'ont vraiment... je peux dire que ça a ponctué ma vie, même pas que par rapport à mon parcours d'autrice, mais dans ma vie. Et puis en même temps, je pouvais lire des BD, tu vois, j'adorais Mafalda, j'étais archi fan de Mafalda, c'était vraiment mon truc. Donc voilà, donc le pont, c'est raconter des choses, faire des observations autour de toi,
d'un monde dans lequel tu vis, dans lequel tu te meus, et en faire une histoire, en fait, un roman, tu vois. Il y a un truc très commun, en fait, il y a un point commun évident entre l'attrape-cœur, si c'est un homme, et Mafalda. C'est la voix des... L'attrape-cœur, c'est écrit c'est le jeu. C'est du jeu, c'est vrai. Primo Levi, c'est du jeu aussi. Et Mafalda, il crée une petite fille avec sa manière de parler qui n'est pas puérile, elle parle comme une adulte. Comme une entreprise, comme un dictionnaire et comme une militante. C'est vrai qu'ils nous sont en commun, les trois. Okay. Donc, on a fait une très grosse parenthèse. On en était à directeur de collection, donc il se met à travailler avec toi. Heureusement que t'es là, parce que moi, je l'avais lâché le... Oui, il se met à travailler avec moi. En fait, ça dure une après-midi. Ah, c'est tout? Ouais, une après-midi. Et on a bougé un paragraphe. Et c'est resté quasi tel quel. Vraiment, c'est resté tel quel. Il peut encore en témoigner. On était chez lui. Et c'est la première fois que je vois avec des appartements avec des poutres. Et poutres. Et j'étais hyper surprise. Pour moi, c'était genre, les travaux, ils sont pas finis. C'est comment, en fait? Tu vois, au début, la première fois que je suis arrivée à Paris et que j'ai vu un appartement comme ça, je me suis dit, mais comme mon père, il était conducteur de travaux, je me disais, putain, vraiment travail de merde. Voilà. Allez-y, mais mettez un placo, quoi. Ouais, quand même, faites un effort, putain. Ouais. Et donc, voilà, on a terminé cet après-midi-là, ces corrections. Et donc, on a sorti le livre très peu de temps après. Et donc, en fait, il y a 1000 exemplaires au départ. Ouais. Ils sont tous vendus, j'imagine. Ouais, très vite. En fait, il y a un truc qui fait immédiatement... c'est la presse, en fait. C'est qu'il y a un premier article dans le Nouvel Obs, où c'est genre une double page. Et l'article, je me rappelle encore, ça s'appelait Le Monde selon Faiza. Tu vois. Et je me dis quand même... tu vois, en plus, c'est tellement... Je suis pas très à l'aise avec l'exposition. Alors, quand j'avais 17 ans ou 18 ans, je vous en parle même pas. Donc, le fait d'avoir ma photo comme ça en grand, au début, ça me met hyper mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on me vole un peu de moi et qu'on parle de moi alors qu'on me connaît pas. Je sais pas comment dire, mais c'est un truc qui me met vraiment mal à l'aise. Mais je me rends compte que de cet article, après, ça a été très, très fort, quoi. Ça a été... j'ai presque tout fait, tu vois. Et c'était pas une... Maintenant, j'en parle maintenant encore une fois avec 20 ans de recul. Ça a été joyeux au début, mais très vite, je me suis sentie dépossédée. Et qu'on parlait de moi de manière... ça me convenait pas, la manière dont on me présentait moi, ma vie, les gens qui étaient autour de moi. C'était vraiment... J'ai vu sur ton Wikipédia des trucs, une citation de Laurent Ruquier. Vous préférez qu'on vous appelle la Françoise Sagan des banlieues ou la Jamel Debbouze littéraire? Ouais, la petite sœur de Jamel Debbouze. Ou la petite sœur de Jamel Debbouze. Ouais. Ouais. C'est des raccourcis. Mais il y arrivait la même chose en fait à tous les gens qui sont ce qu'on appelle des phénomènes. Faiza, François Sagan. Faut donner une explication au truc. Si quelqu'un trouve une formule en maximum 4 mots, c'est ça. Qui fait une accroche à l'œil, à l'oreille, François Sagan, le charmant petit monstre. Tu vois, il y a charmant et monstre dans le même truc, voilà, et ça part et ça fait vendre, mais c'est très désagréable. Sagan, elle l'a pas super bien vécu non plus. Elle l'a jamais dit, elle l'a toujours dit de manière un peu polie, un peu. Je suis pas vraiment touchée, mais en fait, tu sens bien qu'elle l'avait, que c'était dur. C'est dur, mais oui, puis c'est hyper jeune, quoi. C'est surtout que t'es au tout début de comprendre ce que c'est la vie, juste. Puis qui tu es. Ouais. Oui, tu te construis toi. L'identité. C'est le moment. Exactement. Entre 18 et 25 ans, c'est vraiment le moment où tu te construis. C'est ce qui est le plus difficile, je pense. C'est qu'en fait, tu fais ton identité par rapport à un regard biaisé sur toi. Un regard sexiste, raciste. C'est dur parce que tu commences à identifier des choses de qui tu es à travers ce regard. Et que du coup, moi souvent, je dis, j'ai pas l'impression de m'être construite ou d'avoir grandi. J'ai grandi dans un œil qui me regardait mal. Donc tout mon travail, c'était de dire, mais je suis pas comme ça. C'est pas je suis ça, c'est je suis pas ça. Ce qui est vraiment... moi, je trouve qu'à 19 ans, tu te dis, c'est injuste. Parce que... Bon, en fait, c'est ma chance et ma malchance, là, le jeune âge, d'arriver à cet âge-là, parce que j'ai pas eu le temps de me sentir paralysée par le fait d'écrire, par le fait de... J'ai pas eu le temps d'avoir lu des auteurs immenses, pleins, et de me dire, je suis incapable de le faire, et d'avoir un travail à faire pour oser le faire. J'ai pas eu le temps de comprendre vraiment les enjeux de classe, ce qui m'aurait, je pense, hyper intimidée, de réaliser à quel point c'était loin de moi. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ma chance, parce que je pense vraiment, vraiment, vraiment que j'aurais jamais... tenter l'aventure. J'aurais jamais eu l'idée, et je pense que c'était même pas dans mon environnement, tu vois, d'écrire un manuscrit et puis de l'envoyer par la poste, comme ça se faisait à l'époque, à une maison d'édition.
Mais à la fois, il y a le retour de bâton, il est un peu sévère, quoi. Ouais, le tarif, il est vraiment élevé. Toi, t'as commencé à être Moi, j'étais connue. vieille. Hein? Comment ça? J'étais vieille, moi. À quel âge? Ben, j'avais... c'est le moment où Mickaël me réveille. Parce que même ça, c'est 2000. Typiquement, tu t'en détaches pas de cette image-là. Ah non, c'est mort. Mais c'est une discussion qu'on a eue beaucoup avec Ramzy. Ouais, j'ai 27 ans. Non, un peu plus. Non, j'ai 52 ans, je connais mon âge, je ne suis pas folle, vous savez. Non, à l'époque où le truc il passe sans arrêt à la télé. À 27 ans? Je crois que j'ai 27 ans, je pensais que t'étais plus jeune. Non. Moi aussi, c'est l'effet que ça me fait quand je vois les images. J'ai l'impression de voir un bébé, mais en fait, non. Et oui, non, tu t'en détaches pas. C'est mort. À partir du moment où une image de toi devient réellement populaire, et en fait, c'est pas la peine de te fatiguer à essayer de... Tu peux pas. Si t'es rentré dans la rétine des gens par un endroit, tu y restes. Ouais. Sophie Marceau, là, boum, allez, fin de la conversation. D'ailleurs, tu peux apprendre le chinois et faire de l'opéra chinois, jouer que des rôles de rien. Aujourd'hui, t'es un peu plus la meuf des livres que la meuf de l'ex de Michael Youn. En probabilité, en chiffres. Ouais, non, dans l'œil des gens encore. Okay. Mais est-ce que c'est pas ce chiffre qu'il faut interroger déjà ça? Ouais. C'est bien, parce qu'on apprend à s'en foutre. Ah oui, moi alors là, sur ce coup-là, j'ai du bol. Moi qui me fous jamais de rien, tu rachouigner. Ah non, ça, je m'en suis toujours... depuis le début. Oui, je trouvais ça... Parce que c'est ce que je racontais à Ramzy. Moi, ça, d'une certaine manière, ça m'a sauvé la vie. Parce que les gens, quand ils ont vu cette image de moi, qui est une image de moi, qui n'est pas la réalité, ont cru que j'étais quelqu'un de très combatif. Ah oui. Une meuf qui criait. Une meuf qui se défendait. Qui se laisse pas faire. Ce que je ne suis pas. Et certainement pas dans l'intimité. Ce qui fait qu'ensuite, dans ma carrière professionnelle, les gens, ils me donnaient des qualités dont j'étais parfaitement dépourvue. Et donc, ça m'a évité, par exemple, beaucoup de me faire violer. Voilà. Donc, je suis très reconnaissante à ce tour de passe-passe qui n'existe pas. Mais j'ai trouvé ça très confortable. Tout le monde avait peur de moi. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu peur. Oui. Et Ramzy, il a encore un peu peur. Il croit que je vais lui crier dessus. Elle va me crier dessus. Non, mais là, pour le coup, c'est génial. Tu arrives à trouver vite le bénéfice de ce truc, un peu de cette distorsion-là avec ta réalité à toi. Oui. Moi, je sais pas en bénéficier. Mais la chance que tu as eue, c'est que tu étais aussi un peu plus Exactement, âgée c'est ce que je toi. te dis. Moi, j'étais pas une petite jeune fille. J'étais déjà adulte. J'avais écrit ma pièce. Ça commençait à marcher. Tu jouais déjà à l'époque? Ouais, je jouais déjà. Donc, ça m'a juste donné le petit truc supplémentaire. Et j'ai compris que le prix à payer, il allait pas être cool, mais qu'il y avait une partie qui était vraiment très cool. Dont ça, qui faisait que les gens pensaient que j'étais quelqu'un d'autre. Un espèce de paravent. Ouais. Et que les gens, ils allaient hésiter avant de venir m'embêter. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est quand même pas mal. C'est clair. Voilà. Et donc après, j'imagine qu'il y a un deuxième roman. Oui. Dans la continuité. Ouais. Non, mais dans la continuité. Oui, bien sûr, oui. J'ai lu les 27 pages de Wikipédia. Grave. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la maison d'édition qui te propose d'écrire un deuxième truc? Est-ce que tu stresses? Parce que à la base, c'était pas un truc. T'avais écrit un truc pour toi qui devient un truc qui se vend. Ouais. Le deuxième, tu l'écris pour le vendre. Donc j'imagine qu'il y a une pression un peu... Eux, bien sûr, tu vois, évidemment, le deuxième roman, il y a un gros bandeau rouge qui cache presque le titre du roman par l'auteur de Kif Kif Demain. Enfin bon, voilà, on imagine bien que... Mais moi, j'ai même le deuxième, je vais dire même... J'allais dire malgré le succès du premier, ça m'a pas... Et ça, c'est vraiment ma chance, ça n'a pas... comment dire... empêcher que je continue à prendre du plaisir à écrire, c'est rester mon espace. Et justement, avec toute ce que j'ai vécu comme une sorte d'invasion, mon endroit où j'écrivais, c'était mon refuge. Et franchement, et parfois, c'était pas facile de le garder, mais je suis trop contente parce que c'est ce qui m'a permis de continuer à écrire jusqu'à maintenant, là, c'est d'avoir vraiment pris soin de cet endroit. Dans tous les moments difficiles, même dans ma vie personnelle, c'est-à-dire dans les moments où ça n'allait vraiment pas bien, c'est ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, en fait, de continuer à écrire. Et les moments où ça va pas du tout, c'est vraiment quand j'écris pas. Ouais. Si j'écris pas, c'est que c'est vraiment pas bon signe. Ouais. Alors, et ça peut pas être dans l'autre sens? Ça peut pas être parce que t'arrives pas à écrire ou pour une raison ou pour une autre que ça va pas? Non.
C'est pour une amie, je demande. Ouais. Moi, c'est l'inverse. C'est que quand je vais bien, enfin, je sais. D'abord, ça peut. Je sais que je vais bien parce que j'écris. Oui, ça d'accord. Ça, c'est simple. Ouais, ça d'accord. Et en général, je peux pas écrire si je vais mal. Je sais que je vais mal quand je me paralyse, que ça vient pas, que j'y arrive pas. Je sais que je suis pas bien. Ok. Tu vois. Après, des fois, j'y arrive pas parce que je suis concentrée sur autre chose, j'ai pas le temps. Mais quand ça vraiment, il y a rien, je sais que ça va pas bien. Donc toi, c'était resté ton endroit Oui. de bonheur, de plaisir et de liberté. Ouais. Et donc, tu as pu t'y remettre. J'ai pu m'y remettre. Et tu t'y mettais du coup avant qu'on te propose un deuxième roman, t'écrivais encore en fait? Oui, c'est ça. J'avais en permanence. poursuivi, je continuais à écrire, j'avais ce truc qui devenait un roman. Et en fait, je l'ai beaucoup écrit dans le mouvement, parce que c'était une époque où, comme j'ai eu beaucoup de traductions, j'ai beaucoup voyagé. Et je dis souvent que Kiff Kiff Demain, ça a été un passeport. Donc, tu vois, dans les avions, dans les trains, je passais mon temps à écrire. Dans les hôtels, j'étais seule souvent. Donc, tu vois, ça m'a permis d'écrire en étant un peu loin. Donc, tu vois, d'aérer un petit peu tout ça. Et c'était cool d'avoir écrit dans ces conditions. Mais comme il y a eu la mort de Ziad Ebouna en 2005, il y a eu un truc un peu, pour moi, qui est devenu sérieux, en fait. Ça, pour moi, ça a été vraiment un moment... T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 20 ans. Je suis toujours en connexion avec cette association dont je vous ai parlé, puisque maintenant, je suis devenue adulte, donc je suis une référente, et on anime des ateliers d'écriture. J'essaie de faire bénéficier au maximum l'asso de, on va dire, ma notoriété. On fait plein de trucs ensemble, et je mène un atelier d'écriture avec d'autres camarades de l'asso pendant 1 an. Donc en même temps de la promo, tu vois, quand même, c'était tous les mercredis, c'est mon petit repère de la semaine, et on a écrit un film qu'on a tourné avec des jeunes plus jeunes que nous, donc des jeunes qui avaient 14 ans. Et pendant les révoltes urbaines, nous, on était en tournage. Et donc, on a eu des incidents pendant le tournage. En fait, des policiers qui ont tiré avec des flashballs sur nous, sur les enfants. Tu sais, nos lumières, ils ont tout cassé. Et donc, et moi, en parallèle, j'étais Madame Banlieue. N'oubliez pas. Donc, qui on appelle pour savoir ce qui se passe, pourquoi ces sauvages brûlent des voitures, Madame Banlieue. Donc j'avais ma messagerie full blindée de messages de journalistes qui voulaient comprendre ce qui se passait. Et là, je te jure, vraiment pour moi, ça a été un moment de prise de conscience hyper important politiquement. D'abord, je me dis, on est vraiment à un moment où cette colère-là, en fait, ils la comprennent pas, ils l'entendent pas. 2 morts, ça suffit pas pour admettre la situation. Et en plus... il me demande à moi, encore une fois, tu vois, je savais où j'étais déjà à cette époque-là. Genre, j'ai 20 ans, je suis pas sociologue, je suis pas politologue, je suis pas élu de la République. Je veux dire, en quoi mon expertise à moi, elle va aider à aller dans le fond, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc j'ai refusé de répondre, j'ai bloqué mon truc, j'ai répondu à personne. On a fini ce tournage. Et quand après j'ai sorti le deuxième roman, c'était 1 an plus tard, et qu'on a commencé à me parler de la violence en banlieue, justement, avec le recul de quelques mois, ce que j'avais à en dire et tout, et qu'on parlait de violence. Moi, la première chose que je me disais, c'est... Moi, j'ai commencé à comprendre et à connaître une forme de violence quand je suis rentrée dans le milieu bourgeois, parce qu'avant ça, je la voyais autour de moi, évidemment, mais tu vois, je veux dire... j'avais pas de gens autour de moi qui exerçaient leur violence sur moi comme on l'a exercé. Cette violence de classe, je l'ai découverte avec eux. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis en fait, je me suis dit, je peux plus écrire en disant que c'est léger, que c'est juste comme ça pour le fun. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui s'est un peu, tu vois, il y a pas que ça en fait. Et en vrai, même dans Kiff Kiff Demain, je voulais pas le dire, je voulais pas l'assumer peut-être, parce que j'étais jeune et que peut-être j'osais pas, j'avais pas confiance. Mais il y avait déjà quelque chose d'extrêmement politique dans le fait dans ce que j'ai raconté, en fait. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, faut que j'arrive à être capable d'assumer, de prendre d'assumer, en fait, que ce soit plus clair. Que si ça ne l'était pas, il fallait que ça le soit plus, en tout cas. Tu vois ? Voilà. Ça me paraît tellement jeune, t'as fait les choses à une allure... Ouais, mais... Non, parce que moi j'ai l'impression qu'il a fallu que j'atteigne 35 ans bien tapé. Bon, moi j'étais particulièrement puérile, mais avant d'arriver à cet endroit où je me dis, mais il y va on emploie des grands mots, de mon intégrité. En fait, je peux plus
peux pas accepter telle ou telle chose parce que sinon je vais devenir quelqu'un d'horrible et donc et comme je vais m'en rendre compte, il va falloir que je boive beaucoup plus, enfin ou que j'envisage d'autres drogues beaucoup plus puissantes. Où je devrais arrêter, donc le mieux encore, c'est de faire des choses qui me paraissent cohérentes. Mais oui, 35 ans, 20 piges. Ouais, mais en fait, en vrai, c'est parce que moi, je pense qu'il y avait une forme d'urgence que j'ai pas choisie, mais qui était déjà là avant, en vrai, tu vois. Si je dois être honnête, si je commence à écrire, à faire des trucs à 13, 15, que j'ai besoin d'écrire, de faire ça, maintenant, je me rends compte, c'est bien avant tout ça. L'urgence, elle est sur mes épaules depuis que je suis toute petite, parce que je vois mes parents souffrir de leur exil. Vraiment, pour ma mère, c'est pas la France, c'est pas du tout un Eldorado. Elle est déprimée, elle quitte une famille de 12 personnes où elle était l'aînée, elle est venue tard. Donc, ça a été un déchirement dont elle a encore du mal à se remettre. Mon père était très vieux quand il était à la retraite. J'étais petite, j'étais en CP quand il a pris sa retraite, mon papa. Il est arrivé en France en 52 et il était mineur. Ah oui. Donc, tu vois, moi, j'ai ça comme histoire. Il était mineur où ? Pas loin de chez toi, à Firminy, tout ça. À Firminy. À Firminy. Ah oui. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça l'histoire dans ma famille. Donc, déjà, j'ai des parents âgés. Donc, ça te rend différent des autres, en fait. Et puis, moi, je vois très vite, je me dis, et nous l'ont formulé, ma mère, elle le disait, on est ici pour vous. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire en France, à part nous permettre d'aller à l'école et d'avoir la chance de faire des choses. Mais sinon, et la question de rentrer définitif se pose très tôt. Et tout le temps, je me dis, en fait, on ne va pas rester, quoi. Il y a un truc qui nous pèse, tu vois, avec ma sœur et mon frère, surtout avec ma sœur qui est plus âgée que moi, où on se dit, mais en fait, on est là, tu sais, tout était en suspens. Donc pour moi, écrire, c'était une manière comme de m'attacher à quelque chose de concret. Je sais pas comment dire ça. Et surtout enfin, je sais pas, il y avait un endroit en moi où j'étais consciente du chagrin de ma mère, de la nostalgie de mon père. Et tu vois, je pouvais pas faire n'importe quoi. Tu vois, le truc de la responsabilité, je l'ai eu hyper jeune, quoi. Donc comprendre tout ça, c'est juste pour moi la suite logique finalement de ce qui était déjà présent. Souvent c'est marrant parce être politisé, surtout pour des gens qui grandissent dans des quartiers populaires, si t'as pas la chance d'avoir des gens dans ton entourage qui peuvent un peu... Moi je remercie quand même les vieux cocos dont on se moque aujourd'hui, mais qui nous ont permis de lire des bouquins gratuitement, tu vois, de faire des voyages avec la mairie, des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'ils nous ont ouvert des portes quand même, tu vois. Mais sinon, à part ça, la politique, pour nous, c'était la gauche, c'est les gentils, et la droite, c'est les méchants. Voilà, ça s'arrêtait là, tu vois. Et on part du principe que tous les Arabes sont de gauche, ce qui est évidemment faux. Même, je pense qu'il y a plus une majorité qui est de droite, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand t'as galéré, que t'as eu la dalle, et que t'as vu tes parents trimer, être à la mine comme mon père ou au chantier, ben en fait, t'as envie de faire de l'oseille. Et c'est normal, tu vois. T'as envie de... Et du coup... Donc t'embrasses le capitalisme. Et malheureusement... c'est difficile de faire... Enfin, tu vois, cette nuance, elle est compliquée. Moi, tu vois, mon grand-père paternel était mineur au début, quand il était petit. Et après... Putain, cette phrase. Il était mineur quand il était petit. Et après, il est devenu... C'est un peu mignon, cette phrase. Ouais, c'est horrible. Et après, l'aspect mineur, être petit. Oui. Bon. Il a eu ça s'est amélioré, il est devenu ouvrier imprimeur. Mais pour lui, c'était... c'est le Graal. Et mon père était un gauchiste, qui avait travaillé depuis qu'il avait 14-15 ans, mon père, donc c'était pas... pareil, mais il était à l'ultra-gauche. Et quand il s'engueulait, il disait du mal des patrons. Et mon grand-père, il lui disait à mon père, arrête, Toto, de dire du mal des patrons, c'est eux qui nous donnent à manger. Et oui, évidemment. Bah, oui. Et là, mon père, oui. en jetant ses bras vers le ciel, on savait personne. Bien sûr. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est que tu considères une opinion, par rapport à la situation, par rapport à d'où tu parles et c'est quoi ton histoire. Donc moi, je suis vachement indulgente, surtout avec les précédentes générations. Mais c'est marrant parce que aussi, pareil, pour les gens qui sont issus de l'immigration, qui ont eu des parcours de réussite, comme ça, ceux qui nous précèdent, je parle des générations d'avant, là, on a souvent dit, ouais, mais c'est des vendus. Tu vois, ces trucs un peu durs de dire c'est des vendus, comme s'ils avaient trahi une cause. Mais en fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu, putain, tu vois, c'était pas facile, quoi, d'être le premier arabe à la télé ou le premier truc un peu visible, mais c'est l'enfer. Non, mais c'est la discussion qu'on a souvent eue dans ce podcast sur Smaïn. Ouais, exactement. Smaïn, c'était très compliqué pour lui de faire autre chose que l'arabe de service. Ouais. C'était même impossible. La seule entrée possible, il a démarré au Petit Théâtre de Bouvard ou chez Jacques Martin, je confonds les deux. T'imagines le pauvre, quoi. Au milieu de tous ces gens-là, sa seule option, c'était de faire l'arabe de service, ce qui a ouvert la voie ensuite à d'autres, à Jamel Debbouze et ensuite à d'autres. Mais sans ce passage-là,
ça aurait été impossible pour Jamel Debbouze et pour tous les autres d'exploser derrière. Complètement. De la même manière qu'aujourd'hui, les humoristes qui viennent d'émerger, parfois je trouve qu'ils sont sévères avec Jamel Debbouze, entre autres. Aussi, souvent ça revient parce que... Mais franchement, déjà, honnêtement, c'est lui qui a ouvert les portes. En fait, ce qu'on peut remettre en question, c'est l'incapacité à évoluer avec son temps. L'incapacité à se remettre en question. Tu vois, à avancer. Ok, en 2005, c'était 2005. Donc, l'époque, je vais dire, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour la complexité, pour dire... et puis pour assumer qui on est, vraiment. Oui, mais en fait, il n'y en a jamais eu. Et chez les humoristes en particulier. Parce que si tu regardes les autres, Muriel Robin, on savait... Qu'est-ce qu'on savait... C'est vrai. Elle jouait tout le temps des personnages, donc en fait, elle était tout le temps en train de se planquer. Je te passe Pierre Palmade, mais en fait, est-ce que c'est pas la caractéristique même de l'humoriste avant le stand-up ? De surtout pas... Oui, parce qu'il jouait des personnages de toute façon. De toujours être planqué, le plus planqué possible. Oui, mais après, tu sais bien que même en se planquant, il faisait... il y avait des personnages qui ressemblaient un peu à eux en tout cas, à l'image qu'ils renvoyaient d'eux-mêmes. Parce que moi, je crois que c'était un truc dans le regard des gens. C'était pas... en tout cas, je pense à Muriel Robin, non. On savait absolument pas. Rien, personne. Non, Robin, non. On a été très surpris d'ailleurs quand elle a commencé à parler et à dire des choses plus intimes. Mais Jean-Marie Bigard, il faisait des personnages, mais ça ressemblait quand même beaucoup à lui. Alors, je t'accorde Jean-Marie Bigard. Ouais, ça c'est bon. Et on te le laisse d'ailleurs. On te le laisse, ouais. Voilà. Ouais, mais à la fois, la différence, je pense que c'est quand t'as quelqu'un qui arrive sur scène et qu'avant qu'il ait choisi de faire un personnage ou de révéler ou de mettre plus ou moins de lui, il est déjà prisonnier de quelque chose qu'il ne maîtrisera pas, puisqu'on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il arrive et on découvre à travers lui un jeune homme arabe aujourd'hui, ce que c'est, tu vois. Enfin, c'est ça, c'est quand même ça la difficulté, tu vois. C'est que t'as pas le temps, comme je disais tout à l'heure, t'as pas le temps de construire ton identité. Tu es en réponse à une forme d'attente pas explicite ou à une forme de curiosité à laquelle tu réponds. Tu vois. Et c'est des trucs, des fois, qui sont très inconscients, mais comme en tant que fille, quand on se dit, je sais pas, t'as vu, nous, quand j'étais petite, je me rappelle de mes tantes et tout, il y a mon grand-père qui rentrait, et tu vois, elles étaient comme ça, là, un peu... avachie, elles se redressaient. Tout le monde se relevait, mais il avait pas dit, asseyez-vous, tu vois, ou redressez-vous. Mais c'était normal, mais et puis c'était moi, je me suis mise à le faire, parce que tout le monde le faisait, j'étais une fille, donc je l'ai fait, quoi. Tu vois, je veux dire, tu réponds à une attente, et c'est une construction qui c'est super dur à dénouer. Mais surtout, en plus, il faut rappeler que Jamel Debbouze, typiquement, quand ça lui arrive, lui aussi, il est extrêmement jeune. Ouais. Donc, c'est encore un âge où t'es pas fini, t'es pas fini ton identité. Bien en sûr. tout cas, t'es loin de savoir exactement qui t'es, ce que tu veux, qu'est-ce que tu pourrais oser vouloir, cela. La chance qu'il a eue, malgré tout, c'est qu'il y a eu Smaïn avant, qui était tout seul. Eric Ramsey, Jamel, il a eu la chance d'exploser, oui, avec Eric Ramsey, avec quand même d'autres minorités. Donc il y avait moins d'attente t'es l'arabe de service. Ouais. Il a joué le côté je suis le banlieusard de service avec sa façon de parler et tout ça, mais il y avait moins cette attente-là que Smaïn qui était seul. Il y avait Pascal Legitimus qui jouait l'autre arabe de temps en temps, parce qu'il n'y avait pas d'autre arabe, donc il en fallait deux. Mais c'est souvent le cas, dans les années 90. Les Antillais jouaient souvent le rôle des Arabes. Il y a Pascal Jobert dans Seconde B. Je le cite tout le temps, mais... C'est vrai. Et il jouait le rôle de Kader, quoi. Ok, voilà. J'ai fini ce que j'avais à dire. T'es mignon. Il est vraiment mignon. Et donc, ce second roman, on n'y est toujours pas. Hein, c'est vrai que... Ouais. On va dire le roman de la conscience politique. C'est avec lui qu'arrive ce truc de assumer, de... Pas que j'en avais pas avant, mais je savais pas que c'était ça, en fait. Et je savais pas que c'était le chemin qu'il fallait prendre. Et que là, ça m'a conforté dans la route à prendre pour la suite, en fait. Ouais. Et alors là, la réception, les médias... Je sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que le livre il a plutôt bien marché, que c'était à peu près, en plus c'était un peu dans la même veine, donc pas de mauvaise surprise pour les lecteurs ni pour les journalistes. Quand même, à la différence près qu'à ce moment-là, je me rends bien compte que quand je commence à parler et que je veux pas aller là où on veut m'emmener,
il y a un truc très déceptif. C'est un truc où... Oui. Bah, en fait, tu sais... Dans les interviews, tu veux dire ? Ouais. Là, c'est plus... je deviens un peu l'indocile. Ça veut dire qu'on veut me mettre à un endroit et moi, je veux pas y aller. Je me rappelle de trucs où j'ai pas envie de faire comme on me dit de faire, où je dis, bah non, c'est pas ça, en fait. Tu vois, genre... je sais pas, j'ai un souvenir d'une émission avec Jean-Luc Delarue, Feu Jean-Luc, paix à son âme, tu vois, où il y a un truc sur les filles de banlieue, et je sais plus pourquoi, dans quel contexte, enfin c'est dans le contexte de la promo, mais ça n'avait rien à voir avec mon bouquin, on n'allait pas parler du livre, avec... C'était le témoin privilégié, là, celui ouais, qui tu était sais, en on haut était... non, bah non, malheureusement, je suis rarement tout le temps, tu vas me voir souvent en bas. J'étais assise avec d'autres filles. D'accord, ok. Et ils voulaient absolument me faire dire que ma vie en banlieue c'était un enfer, que j'ai pas le droit de porter de mini-jupe et tout ça, tu vois. Et en fait, c'était pas vrai. Donc, et en même temps, j'essayais quand même de dire, je parle de moi. Et on est toutes différentes, on a toutes des trajectoires différentes. Enfin, je veux dire, je parle pas pour les autres. J'arrêtais pas de dire ça, tu vois, et de rappeler que, honnêtement, j'ai grandi en plus dans un quartier, vraiment le quartier du 93, comme on peut l'imaginer, dans les années 90, sans grand frère. Et quand même, j'ai eu la chance de pas avoir de problème à cet endroit-là. Personne m'a jamais dit comment t'es habillée, personne m'a jamais parlé de ma façon de... Et donc j'ai essayé de... Tu vois, et en fait, ils étaient pas contents. C'était impossible, ouais, mais au point que quand on a fait il y avait une sorte de coupure de publicitaire, il est venu me voir pour m'engueuler, tu sais. Ah, ça m'étonne pas. Oh putain. Et je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est des ouf, ils veulent que je mente. C'est pas, tu vois, c'est pas ma vie, quoi, je vais pas mentir. Ah oui, parce que lui, c'était très sur des... hyper scénarisé, en fait. Ouais, hyper scénarisé avec des vrais personnages. Voilà. Donc si le personnage ne correspond pas à ce qu'ils attendaient... Il y a eu un peu de malentendu autour de la suite de ma carrière, parce que... Et du coup, est-ce que ça t'a posé des problèmes pour les promos suivantes, enfin, dans l'ensemble ? Est-ce que tu étais considéré justement comme le... vilain petit canard, et donc non, elle est chiante en interview, on va pas la prendre, machin. Ouais, parce qu'en fait ça ne rentrait plus dans leur cadre. Dans le cadre, ça rentrait plus, donc du coup il y avait moins d'intérêt, et puis il y avait moins d'intérêt de toute façon. C'est marrant parce que on parlait de Jamel Debbouze, Eric Ramsey et même Michael Youn. Eux, ils avaient la chance que leur métier soit être humoriste. Donc en fait, leur parade à eux pour pas rentrer dans ces trucs-là, c'était de foutre le bordel sur les plateaux. En fait, dès que ça les faisait chier, dès que ils sentaient qu'on les emmenait typiquement dans des clichés et machin, leur truc c'était de foutre le bordel sur les plateaux. Ils reprenaient une forme de pouvoir sur la narration du moment. Exactement, pour esquiver ce truc-là. Et donc troisième roman ensuite, ça s'enchaîne. Bah en fait, c'est aussi c'est tous les combien de temps que tu faisais, du coup, tu fais un roman ? À l'époque, j'étais régulière. Je faisais un roman tous les 2 ans. Tous les 2 ans ? Pour 3 romans. Et après, il y a eu une grosse interruption entre 2008 et 2014. D'accord. Où j'ai rien publié pendant toutes ces années-là. Mais les 3 premiers romans, c'était tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est un truc fréquent, ça, Juliette ? Bah, moi, j'ai vécu à peu près la même chose. C'est-à-dire, voilà. Et après, moi, j'ai... Les éditeurs, c'est ce qu'ils souhaitent. Tu t'es arrêté. Non. Oui, bien, les éditeurs, oui, quand ça marche à peu près ce que tu fais, bien sûr, l'intérêt, c'est que les gens, ils t'oublient pas et D'accord. que tu sois là, donc, intervalle régulier. Tu publies un roman, tu fais 6 mois de promo, un peu moins d'1 an, peut-être 1 an. Plus que ça, parce que voilà, avec les salons du livre, t'écris pendant 1 an et tu rebelotes. C'est à peu près ça. Ouais, t'écris, non. Non, mais l'idée globale. Oui. En gros, l'idée, c'est ça. Et donc, tu t'es arrêté, toi, pendant 6 ans. Oui, ça, c'est pas bon signe. Mais parce que tu as changé de maison d'édition. C'est vrai que c'est pas commun. Non, c'est sûr. Non. C'était pas parce que j'ai changé de maison d'édition. D'abord, j'avais pas de nécessité. Il n'y avait pas d'histoire qui venait. Tu vois ? Voilà. Et moi, je considère... Mais je pense qu'il y a 2 écoles vraiment sur ça. Il y a 2 écoles. Il y a des gens qui pensent que c'est comme... faut se mettre au travail, quoi. Tu te mets devant la page et puis t'écris. Et tu vois, tu fais venir l'histoire, tu fais un plan. Moi, je suis pas comme ça. Et depuis le début, je sais c'est quoi ma nature. Ma nature, c'est pas ça. Ma nature, c'est pas d'aller devant un écran d'ordinateur et de... Alors, toutes les routines d'écrivain, ça me saoule à un point. Ah ouais. Bah, c'est souvent des routines d'hommes, parce qu'il n'y a que vous qui avez que ça à foutre de marcher 3 heures dans la forêt, vous enfermer 4 heures dans un bureau. On n'a pas le temps, en fait, on peut pas. Et encore une fois, c'est un truc de privilégié, quoi, d'avoir une routine d'écriture, un rituel. Tu vois, tu peux pas tout le temps mettre le réveil à 5h du matin, ouais, mais en fait après il y a la boire vraie un vie. verre de sang et écrire. de sang d'enfant écrire, oui, non. Mais tu vois, vraiment il y a un truc où c'était un peu et puis
comme je l'ai dit plusieurs fois, c'était mon endroit que je chérissais, comme ça, mon petit truc, mon petit refuge. Je voulais pas le risquer. Et pour moi, aller contre cette nature-là, ça vient... des fois, c'est un mot qui vient, je te jure, ou une sensation. C'est pas une histoire, un plan qui va se dérouler. Bon, je vois que tu acquiesces, Juliette, donc je suis contente que tu acquiesces. Oui, moi là, j'ai l'impression d'entendre parler ma langue, donc oui, je suis d'accord. Ça fait plaisir, tu vois, parce que souvent, tu te sens toujours la mauvaise élève. Moi, à chaque fois, j'écoute des auteurs parler, j'ai l'impression d'être la dernière de la classe parce que je fais pas comme les autres et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et comme je suis pas allée à l'école, en plus, bah, tu vois, moi, je suis pas officielle, quoi. Moi, je crois surtout qu'ils répètent des trucs qu'ils ont déjà entendus dans d'autres interviews et qui se sont dit, je vais faire comme ça. Alors maintenant, ils disent, moi, j'ai fait comme ça. Ouais. Parce que j'ai fait comme Stendhal. Non, t'es un bouffon. Voilà. Mais oui, mais c'est ça aussi ce qu'on disait, c'est que il faut changer la perspective parce qu'il y a plein de jeunes autrices et de jeunes auteurs qui ont le feu sacré, qui ont envie d'écrire, et ça peut les paralyser, en fait. Et, tu vois, ils disent, mais moi, c'est pas ça que je fais, donc c'est peut-être pas de la vraie littérature. Et c'est criminel de faire ça. Et je pense qu'il y a plein d'auteurs t'as raison, qui entretiennent cette espèce de mythe. Oui. Parce que ça fait bien aussi de dire... mais ça fait et puis ça fait qu'eux, ils sont initiés. Ouais. Mais pas vous. Pas vous, exactement. Mais du coup, l'éditrice, elle te met la pression pendant ces 6 ans ? Non, pas du tout. D'abord, moi, la difficulté, c'est qu'elle est décédée, cette éditrice en question. Donc, c'est la sœur de Boris, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, je la perds en 2012. Ok. Donc elle est tombée malade, ce qui a rendu les choses un peu difficiles. Mais la maison d'édition, le directeur de collection peut-être ? Non, personne. Franchement, non, personne. Honnêtement, personne. Non, ok. Non, et c'était encore peut-être possible. Il y a eu... en fait, ça a commencé à cette époque-là, d'ailleurs. C'était dans 2009, je crois. C'était Hachette Littérature, ma première maison d'origine, la première maison d'édition qu'a publié Clique Demain. Et cette éditrice, Isabelle Seguin, on lui a dit qu'on allait dissoudre cette maison d'édition parce que c'était pas assez rentable, tu vois, c'était déjà les débuts du truc du groupe et des enjeux de rendement. Donc elle, ça a été un drame pour elle. C'est pas pour faire des relations de cause à effet maladroite, mais elle a eu un cancer très peu de temps après. Elle a dû recaser un peu tout le monde et puis c'était vraiment un truc très familial. On était une petite équipe, que des gens qui commençaient, tu vois, leur carrière. C'était la maison, l'attaché de presse, la fille qui s'occupait des droits, le service commercial, c'était des jeunes femmes et qui avaient une petite trentaine d'années, tu sais, qui démarraient. Donc en fait, l'aventure Kiff Kiff Demain, ça nous a tous, c'était une surprise pour tout le monde. Un bonheur de travailler tous ensemble et d'avoir, tu vois, donc on a vraiment avancé ensemble pendant quelques années. Oui, ça... Et à ce moment-là, le truc de la maison d'édition qui s'arrête, tout le monde qui va un peu partout, elle qui tombe malade, en fait, ça a un peu, moi, ça m'a vachement refroidi aussi, je sais pas. Et puis, comme c'est elle qui me donne ce truc de me dire, on va en faire un roman, j'arrive pas à envisager que je peux faire un roman avec quelqu'un d'autre après elle, en fait. C'est comme si après, c'est terminé, tu vois. Donc, pendant longtemps, ça a été dur. Et puis après, en 2010, j'ai mon papa qui fait un AVC. J'ai dû m'occuper de mon papa pendant quelques années. J'ai eu ma fille. Et ça a été un moment où j'ai pas pu écrire, en fait. C'était trop lourd. Il y a eu plein de choses un peu difficiles pour moi. Donc là... Typiquement, dans ta vie perso, c'était pas un refuge, l'écriture. J'arrivais même plus à voir ça. Ouais. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je vais bien, je peux écrire. Oui, mais je me disais si j'écris, c'est que ça va quand même bien. Quand j'écris plus, c'est que c'est pas bon. Tu vois. Ouais. Je disais justement, quand il arrive des choses et heureuses et dures, ça peut être justement quand même le refuge. Mais non, ok. Mais c'est toujours un peu délicat parce que ça a été une transition un peu rude à vivre. Parce que tu es en train de perdre quelqu'un et tu mets quelqu'un au monde, donc il y a un truc mais du coup ça a beaucoup alimenté mon écriture et après pour moi c'était vraiment une nouvelle page. Après cette période ça a été une autre c'est comme 2 carrières différentes pour moi, tu vois. Après ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pour moi conscient, profond, où j'assume en fait peut-être qu'à travers ça je comprends pourquoi j'écris, à quoi ça sert, voilà. Juliette, moi, ce qui m'empêche d'écrire, tu vois, c'est pour ça que je t'écoutais vraiment très attentivement, c'est que je crois que c'est plus un fond dépressif, pas un truc, tu vois, une douleur spectaculaire, la mort de son père, la mort d'autre chose, tout ça, d'autres choses. Écoute là, d'autres gens, peu importe. Mais j'ai l'impression que le muscle moi, c'est comme toi. C'est-à-dire que quand j'écris, ça me fait des joies vraiment très, très organiques, même à l'intérieur de moi.
Mais par contre, que cette joie, si elle n'est pas là déjà dans mon être, je peux pas je peux pas aller à l'écriture. C'est une chose un peu dépressive, tu vois, une note dépressive qui fait pas grave, hein, mais qui fait ça va pas. Ah ouais. Je vois pas dans cette note-là quoi que ce soit qui. Et en plus, ça rend la question que j'imagine tu te poses à quoi ça sert. À quoi ça sert que moi j'écrive un livre. C'est ça ton blocage actuel ? Ouais. Moi, je pense déjà qu'il y a suffisamment de livres pour pour tout le monde entier, pour des siècles et des siècles. Ça, je pense qu'il y a plein de gens, j'arrête pas de lire des livres, moi, que je trouve vachement bien. Donc, je me dis qu'en plus, c'est bon, il n'y a vraiment pas besoin de moi. Et que moi, j'ai sans doute plus rien à raconter. Ça se tient, hein. C'est pas non plus fou. Moi, en fait, c'est un truc que... Moi, j'ai pas l'impression que c'est une réflexion qui est... Je trouve ça hyper sain de se dire ça, déjà. Je trouve que le postulat de départ, il est archi sain. Parce que si tu te dis... Il manque moi dans ce monde. Ah bah oui. C'est plutôt, tu vois, c'est plutôt inquiétant. Mais après, je vois très bien de quoi tu parles. Enfin, je crois. Il y a un truc qui n'est pas, comme tu dis, une douleur spectaculaire, mais un truc latent de mélancolie, en fait. Mais moi, que j'ai l'impression que je suis née avec et que je l'ai. C'est un bagage. Tiens, un sac qui, des fois, est moins lourd. Oui. Qui diminue. Voilà. Tu vois, mais qui est là. Et quand j'arrive à l'éteindre un peu et que l'enthousiasme et la joie prennent le pas, ça peut faire des écritures... Oui. Et bizarrement, même quand t'écris des choses un peu difficiles, t'arrives quand même à rester dans la joie. Tu vois, ça te plombe pas. Oui, mais moi, t'as pas sans arrêt l'impression d'avoir... moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde, et vraiment, je sais pas c'est qui, et qui me dit on s'en fout, vraiment, on s'en fout. Et ça, c'est pas très encourageant comme parole. Alors que quand ça se passe bien, quand j'ai écrit des trucs où ça se passait bien, mais jamais j'entends cette voix. Jamais. Il y avait des gens qui disaient on s'en fout vraiment aussi. En plus, oui, bien sûr. Sauf que tu les entendais pas. Non. Mais sauf que là, il y a encore des gens qui disent ça. Oui. Mais qui disent aussi l'inverse. J'ai rien compris à ta phrase. Qui disent on attend que tu écrives. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais si. Non, mais en fait, à partir réalité, du moment... Parce que tu peux pas te rendre compte... Bon, moi, je t'ai lu, donc je peux parler en connaissance de cause, parce que je t'ai lu. Moi aussi, hein, j'ai lu. Hein. En dehors du fond, on va dire, quand on parle d'utilité, c'est même pas le bon débat, en vrai. Non, en plus, oui. C'est pas le bon débat, même si on l'a, même quand on écrit, on se dit à quoi ça sert, on est dans des trucs un peu utilitaristes. Mais par exemple, tu vois, j'ai fait des captures d'écran, je m'en rappelle, parce que je l'ai lu en numérique, le livre, et j'avais fait des captures d'écran de moments dont je me rappelle très bien, notamment, tu sais, des images, et puis tu dis les agencements de mots. Là, je parle même pas de fond, du sujet du livre, je parle de comment t'arrives à convoquer une émotion en agençant des mots que t'as choisis avec de la méticulosité. C'est un mot que t'aimes bien parce que tu l'as employé plusieurs fois. Et tu vois, et ça par exemple, ça m'est resté. Si ça m'est resté, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, je suis pas là pour te convaincre. Mais quand je me rappelle donc maintenant comme avant, et ben dans le roman, il y a une image qui m'a hyper touchée, où Rose, qui est la narratrice, elle raconte que son refuge, c'est le torse de son père, et comme elle ouvre sa chemise pour aller sur son torse quand elle a besoin de se sentir rassurée. Mais tu l'as écrit tellement joliment que j'ai pas envie de dénaturer. Mais tu vois, c'est une image qui me reste. Alors je dis pas que j'ai lu plein de livres, rien qui m'est resté, tu vois. Et je dis pas que le monde entier attend le prochain livre de Juliette, mais franchement, il y a au moins moi, c'est déjà pas mal. Je suis pas le monde entier. Mais... Non mais oui, il y a des gens, bien sûr. Comme il y a des... Non mais c'est pas, je te jure que ça n'est pas de l'ego et ça n'est pas de l'orgueil. Mais c'est la voix de qui en vrai, c'est ta voix à toi. Oui, ça doit être ma voix de dépressive à moi et c'est oui bien sûr, bah, évidemment. La voix qui t'empêche. C'est la voix qui a décidé que c'était. Et puis voilà. Et puis après, je pense aussi que moi j'aime écrire que des histoires de gens très jeunes. C'est la seule chose qui m'est jamais intéressée. Je trouve les adultes à pleurer d'angoisse. Et je me dis, à mon âge, il faut que j'arrête c'est plus de mon âge de raconter. Il faut laisser aux jeunes gens de raconter les histoires des jeunes gens. Sauf si tu racontes des histoires de jeunes gens de ton époque. Peut-être. Mais c'est ce que j'avais fait dans Maintenant comme avant. En fait, j'avais marié les périodes, je m'étais débrouillée pour ne jamais parler d'autre chose que ce que je connaissais. Mais justement. Il n'y avait pas de portable, comme par hasard. Tu vois, je me débrouillais toujours. Mais comme ça, tu racontes tes histoires à toi. Oui, mais même... Enfin bon, bref. Allez,
Non, mais Maintenant. on n'était pas là pour te convaincre. Non mais attends, là, le podcast s'appelle La Fabrique. Oui. Je trouve ça très intéressant parce que c'est rare des espaces où on peut parler de comment on écrit, ce qui nous empêche d'écrire. Ça fait partie du truc et ça fait du bien de l'entendre aussi de manière non élitiste. Ouais. Tu vois, d'avoir un rapport juste naturel à ça en fait. Et moi je vais le dire en des termes hyper simples, même presque niais. Mais pour moi, à la fois c'est une nécessité et à la fois je dis on s'en fout. Je peux dire les mêmes trucs dans la même voilà, tu vois. mais c'est ça. C'est une nécessité dont on se fout. Et je trouve que c'est bien. Ça c'est une résume bonne bien ma synthèse, pensée, ouais. tu vois. Mais je pense que de toute façon, tout travail artistique, en gros, ça revient à peu près à ça. Et que toi, tu arrives à le faire. Chacun d'entre nous, on peut arriver à le faire. Si on est bien installé en équilibre entre ces deux phrases. Ouais. J'en ai vraiment super besoin. Ouais. Tout en gardant de vue que, franchement, on s'en bat les couilles. Franchement, c'est génial, ouais. Et tant que tu es dans cet équilibre-là, Exactement. ça va. Moi, je pense simplement que depuis des années, je suis dans on s'en bat les couilles en permanence. Ouais. Je vais me le tatouer en gros. Only God can judge me et on s'en bat les couilles. Non, mais vraiment, tu sais, à quoi bon. Moi, tu sais ce qui m'enlève cette pensée parfois. Bon, déjà, c'est quand je vois qu'il y a quand je me rappelle du pouvoir magique que c'est. Ce que je viens de te dire, c'est-à-dire d'avoir transmis un truc. Oui. Putain, à quelqu'un que tu connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui a reconnu quelque chose, qui s'est senti, tu vois. Je trouve ça tellement beau. Puis je vais mettre une petite parenthèse aussi. Je vais terminer là-dessus. Pardon. Aussi, tu écris régulièrement depuis 7 ans. 8 ans, je sais pas combien de temps tu fais des chroniques. Donc, en fait, tu as aussi ce truc-là de... tu écris déjà beaucoup, enfin tu écris déjà régulièrement, donc t'as pas forcément le désir de te mettre sur l'écriture. Si à un moment les chroniques s'arrêtaient, peut-être que cette envie d'écrire reviendrait. Je sais, c'est pas du tout la même écriture. C'est pas ça, c'est que moi, quand j'entendais Faiza parler, je me suis souvenu de la joie que ça te procure quand t'as chopé la voix d'un personnage et que tu sais que ça y est, que c'est... Tu l'as, elle est là, et elle va grandir, et elle va devenir, elle va même presque devenir réelle, aussi réelle que la voix de n'importe quel être vivant autour de toi, et qui va se passer. C'est quand même un peu fascinant. Ouais, c'est clair. Il y a un truc un peu magique quand même qui se passe. Et dans les chroniques, ça, je peux pas le faire. J'ai pas le temps. 3 minutes 30, tu peux pas inventer. Non, mais tu le faisais. Quand tu faisais des sketchs l'année dernière, tu le faisais différemment. Mais quand même, la chronique, c'est quand même un exercice où tu dois trouver de manière... tu dois trouver le ton. C'est pour moi ce qui remplace la voix dans un exercice comme ça. C'est vrai. Et le ton, tu l'as, en fait. Ça veut dire que c'est aussi difficile de trouver le ton juste. Et le rythme, enfin tout ça, c'est juste une... Ouais, totalement. Eh bien, figurez-vous que c'est là-dessus qu'on s'arrête. Waouh. Eh oui. Déjà ça fait 1 heure, plus d'1 heure. Merci beaucoup, Faiza. Mais merci à vous. Franchement, c'était passionnant C'était super. de discuter avec vous. C'était trop bien. Trop bien. Merci, Juliette. Merci, Ramzi. Merci, Faiza. C'était trop bien. À très bientôt, j'espère. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.